Connaître la stratégie du traitement médicamenteux. La stratégie du traitement médicamenteux de l'hypertension consiste en une prise en charge initiale qui va apporter des modifications du mode de vie, c'est-à-dire la pratique d'une activité physique régulière adaptée aux possibilités du patient, une perte de poids en cas de surcharge pondérale, une réduction ou une suppression de la consommation d'alcool, une réduction du sel, un sevrage tabagique et une alimentation privilégiant la consommation de fruits, légumes et d'aliments peu riches en graisses saturées, des antihypertenseurs qui vont composer en des mesures médicamenteuses qui vont être installées d'emblée en cas d'hypertension modérée à sévère ou en cas d'hypertension légère persistante après 6 mois de mesures hygiéno-diététiques. On débute donc par une bithérapie petite dose en monoprise parmi IEC, inhibiteur calcique ou thiazidique. L'objectif est d'obtenir une PAS inférieure à 130 et une PAD inférieure à 80 mm de mercure. Lorsque l'objectif est tensionnel, la poursuite du traitement s'enclenche. Si l'objectif tensionnel n'est pas atteint, on observe une adaptation thérapeutique. On révise les modifications recommandées du mode de vie, on vérifie l'adhésion aux mesures médicamenteuses, on augmente de manière posologique la bithérapie initiale, on passe avec une trithérapie IEC, inhibiteur calcique, thazidique ou thazidique lactique, indapamine. D'autres principes actifs peuvent être utilisés en fonction de la situation, coronaropathie, fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque ou grossesse. L'objectif de traitement est d'obtenir une PAS inférieure à 130 et une PAD inférieure à 80. Si l'objectif tensionnel est atteint, on poursuit le traitement. S'il n'est pas atteint, on adapte le traitement. Et la prise en charge de l'hypertension résistante nécessite une quadrithérapie antihypertensive composée d'IEC ou ARA2, d'inhibiteurs calciques, de thazidique et de spironolactone en fonction des effets indésirables. Connaître la prise en charge d'une urgence hypertensive. Une urgence hypertensive va être prise en charge par l'hospitalisation en urgence du patient, la diminution progressive de la pression artérielle par des thérapeutiques antihypertensives intraveineuses, sauf en cas de déficit neurologique focalisé, où il sera nécessaire d'attendre l'imagerie cérébrale pour ne pas méconnaître un accident vasculaire cérébral. Une réhydratation par sérum salé isotonique en cas d'HTA maligne, l'introduction d'IEC ou d'ARA2 est recommandée. On traite également les insuffisances d'organes associées, la surveillance rapprochée du patient et la recherche et la prise en charge d'une étiologie curable. Pour rappel, la crise hypertensive n'est pas à proprement parler une urgence hypertensive ni une hypertension maligne. La crise hypertensive ne nécessite pas d'hospitalisation, mais une mise au calme du patient, l'éducation à l'adhésion au traitement antihypertenseur, voire l'adaptation du traitement. Une consultation de suivi doit être programmée rapidement. Connaître le plan de soins à long terme et les modalités de suivi d'un patient atteint d'HTA. Rythme de suivi. Le suivi d'un patient hypertendu est préconisé tous les mois pendant 6 mois de traitement, tous les 3 à 6 mois au-delà des 6 premiers mois de traitement et une fois l'objectif tensionnel atteint. Les points de vigilance du suivi seront des mesures de pression au cabinet à confirmer par des mesures de PA en ambulatoire, technique AMT ou MAPA, la surveillance de l'adhésion du patient au traitement antihypertenseur et aux modifications de son mode de vie, une évaluation de l'efficacité et de la tolérance, la réévaluation des risques d'interaction, la recherche d'une hypotension orthostatique et l'adaptation du traitement antihypertenseur en fonction des situations. On allège le traitement s'il y a une hypotension orthostatique ou une perte de poids par définition, par dénutrition chez des patients fragiles. L'arrêt temporaire du traitement en cas d'hypovolémie marquée ou d'événements interrécurrents, notamment chez la personne âgée, peut être parfois nécessaire. On dépistera les atteintes des organes cibles. Quels sont les examens complémentaires que l'on peut réaliser? Un contrôle biologique de la créatinémie. Attends, j'enregistre une vidéo. Et une recherche de protéinurie tous les 1 à 2 ans, voire plus fréquemment chez le sujet âgé, diabétique, insuffisant rénal ou cardiaque.
un contrôle biologique de la glycémie à jeun et une exploration d'une anomalie lipidique tous les 3 ans en l'absence de diabète ou de dyslipidémie. On pratiquera un ECG tous les 3 à 5 ans ou plus fréquemment en cas de symptômes cardiaques ou de cardiopathie sous-jacente. Connaître les principes de prise en charge d'une HTA secondaire. La prise en charge d'une HTA secondaire est assurée par le médecin généraliste ou un autre spécialiste de deuxième ou troisième recours. On arrête premièrement un traitement qui favorise l'hypertension ou une consommation de toxiques. On appareille un syndrome d'apnée du sommeil. S'il existe une pathologie endocrinienne ou rénovasculaire, il faut s'en charger. Premièrement, l'hyperaldostéronisme primaire comportera un traitement qui bloquera le récepteur minéralocorticoïde à la spironolactone. Une surrénalectomie peut être réalisée lorsqu'une seule des deux surrénales est à l'origine de l'hypersécrétion. Le traitement des phéochromocytomes et des paragangliomes produisant des catécholamines repose sur l'exérèse chirurgicale. En cas de sténose d'artère rénale, le traitement des sténoses artérielles repose sur l'optimisation et le traitement de prévention cardiovasculaire. Une angioplasie de l'artère rénale peut être discutée chez les patients jeunes avec une fibrodysplasie musculaire. Chez les patients avec une sténose athéromateuse, une angioplastie est discutée en cas d'HTA résistante, d'OAP flash, de dégradation de la fonction rénale sous ISRA2, de dégradation de la fonction rénale sans étiologie retrouvée, de diminution de la taille du rein, sans oublier les objectifs de LDL cholestérol inférieur à 0,5 g par litre et la prescription d'un antiplaquettaire. Connaître la définition de l'hypertension chez l'enfant et l'existence de normes pédiatriques. L'HTA de l'enfant est définie par une pression artérielle supérieure au 95e percentile par rapport aux ABAC de pression artérielle élaborés en fonction de l'âge, de la taille et du sexe, sur plusieurs mesures dans le temps, réalisées dans de bonnes conditions. Une mesure supplémentaire est contrôlée lors de la prochaine consultation avec des règles hygiéno-diététiques. Un inhibiteur calcique, la forme sublinguale, est contre-indiqué chez l'enfant, peut être prescrit dans l'urgence en attendant un avis de deuxième ou de troisième recours spécialisé. Connaître les modalités de mesure de la pression artérielle chez l'enfant. Connaître les indications de mesure de la pression artérielle chez l'enfant, examen systématique annuel après 3 ans en cas de facteur de risque, et connaître les modalités, brassard adapté, ABAC pour l'âge et le sexe. Il est recommandé de mesurer la pH chez l'enfant avant 3 ans, uniquement en cas de facteur de risque, en testant de petits poids de naissance, de pathologies rénales, urologiques, cardiaques, systémiques. Après 3 ans, une fois par an de manière systématique en cas de signe d'appel, qui vont être les céphalées, les douleurs abdominales, le syndrome polyuropolydystique, et pour finir, une cassure staturo-pondérale. Les mesures de la pression artérielle sont réalisées chez un enfant au calme allongé avec un tensiomètre validé chez les enfants, technique auscultatoire, à l'aide d'un brassard adapté au bras droit, car en cas de coarctation aortique, la pression mesurée en brachial gauche sera faussement abaissée. Connaître les principales causes d'hypertension chez l'enfant. La prévalence de l'hypertension essentielle a augmenté ces dernières années par l'obésité, mais l'hypertension de l'enfant demeure principalement secondaire. Parmi les causes secondaires, nous retrouverons les causes rénales et rénovasculaires qui seront les plus fréquentes, les causes endocriniennes et tumorales, les causes cardiaques ainsi que les causes médicamenteuses. Nous allons passer au prochain thème. Transplantation d'organes, aspects épidémiologiques et immunologiques, principes de traitement et surveillance, complications et pronostics, aspects éthiques et légaux, prélèvement d'organes et législation. Premièrement, connaître la définition de donneur potentiel. Il existe 3 catégories de donneurs d'organes. Les donneurs en état de mort encéphalique, qui représentent la majorité des donneurs, les donneurs décédés après arrêt cardio-circulatoire. On distingue les donneurs ayant présenté un arrêt cardiaque extra-hospitalier dit non contrôlé et les donneurs ayant présenté un arrêt circulatoire survenant en réanimation dans l'issue d'une décision d'arrêt thérapeutique active. Pour finir, les donneurs vivants. Connaître la définition des tissus et organes transplantés.
Les différents organes transplantés sont le rein, le foie, le cœur, le pancréas, le poumon et les intestins. Les greffes de cellules et de tissus peuvent concerner les CHS, les cornées, les membranes amniotiques, l'os, les tendons, les ligaments, les ménisques, la peau, les valves, les artères, les veines. Connaître les principales règles de compatibilité immunologique nécessaires pour envisager une transplantation d'organes. Groupe sanguin et tissulaire. Les transplantations d'organes sont faites en tenant compte de la compatibilité dans le système des groupes sanguins ABO. Des transplantations dites ABO incompatibles sont néanmoins envisageables dans certaines circonstances. La compatibilité dans le système des groupes tissulaires HLA, le résus n'est quant à lui pas pris en compte. La compatibilité tissulaire s'évalue par le typage HLA du donneur et du receveur, la recherche d'anticorps anti-HLA chez le receveur dont la présence peut limiter l'accès à un greffon compatible, augmenter le risque de rejet en post-transplantation et réduire la durée de vie du greffon. Le test de cross-match juste avant la transplantation qui identifie dans le sérum la présence d'anticorps cytotoxiques dirigés contre les antigènes du donneur. Connaître les aspects épidémiologiques, les résultats des transplantations d'organes et l'organisation administrative. Notion de pénurie d'organes, savoir le rôle de l'agence de biomédecine. Aspect épidémiologique de la transplantation d'organes. Il existe une pénurie d'organes, les besoins excèdent largement les possibilités de transplantation. Il existe une augmentation globale du nombre d'inscrits candidats à une transplantation d'organes. Il existe une augmentation globale du nombre de transplantations d'organes réalisées. Les résultats. La transplantation prolonge et améliore la vie d'un nombre croissant de patients qui présentent une défaillance terminale. L'organisation administrative de l'activité de transplantation d'organes repose sur l'agence de biomédecine dont les missions sont de gérer la liste nationale des malades en attente de transplantation, de coordonner les prélèvements d'organes, la répartition et l'attribution des organes prélevés, d'assurer l'évaluation de l'activité médicale des équipes de transplantation, de gérer le registre national des refus, de promouvoir la recherche en transplantation, de promouvoir le don d'organes. Les règles d'attribution dépendent des critères médicaux, groupe sanguin, compatibilité HLA, temps d'ischémie froide le plus court possible, également de critères d'équité, temps d'attente, et des critères de priorité qui dépendent de l'urgence et de la transplantation et de la difficulté à trouver un donneur compatible. Connaître les grands principes de la loi de bioéthique concernant le don d'organes. Le don d'organes est encadré par 3 grands principes éthiques inscrits dans la loi de bioéthique. Le consentement présumé, la gratuité du don et l'anonymat entre le donneur et le receveur. Connaître la définition de mort encéphalique. La mort encéphalique correspond à la destruction définitive et irréversible de l'encéphale. Elle correspond à un coma profond, aréactif, avec disparition de l'ensemble des réflexes du tronc cérébral et absence de respiration spontanée. Connaître les critères de mort encéphalique. Le diagnostic de mort encéphalique repose sur des critères cliniques, absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Absence totale de ventilation spontanée vérifiée par une épreuve d'hypercapnie. De plus, des critères paracliniques sont requis. 2 électroencéphalogrammes nuls et aréactifs pendant 30 minutes réalisés à 4 heures d'intervalle, ou bien une angiographie cérébrale objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique. Connaître les principales classes d'immunosuppresseurs utilisées en transplantation d'organes. L'immunosuppression est déterminée à prévenir le rejet aigu à la phase initiale, on appelle ça le traitement d'induction, à prévenir les rejets après la phase initiale et à traiter les rejets aigus. Le traitement d'induction permet d'instaurer une immunosuppression forte au cours des premiers jours de la transplantation où le risque de rejet est le plus élevé.
Les molécules utilisées sont les anticorps polyclonaux déplétants, les lymphocytes T ou un anticorps monoclonal non déplétant. Le traitement d'entretien a pour objectif de prévenir sur le long terme la survenue d'un épisode de rejet aigu avec la plus faible iatrogénie possible. Le traitement d'entretien comporte le plus souvent une association de 2 ou 3 immunosuppresseurs de familles différentes. Le traitement immunosuppresseur augmente le risque de complications infectieuses et tumorales, justifiant un avis spécialisé. Principale classe d'immunosuppresseurs ciblant les lymphocytes T. Mécanisme d'action. Déplétion des lymphocytes T circulants, anticorps antilymphocytaires, qui sont des anticorps polyclonaux antilymphocytaires. Deuxième classe thérapeutique, ce sont les inhibiteurs de l'activation lymphocytaire par le signal 1 et 2. On a les inhibiteurs du signal 1 qui seront les inhibiteurs de la calcineurin et les inhibiteurs du signal 2 qui seront le bêta-lacène. On a l'inhibition de la prolifération avec l'action de l'IL-2 qui seront les anticorps anti-CD25 et IL-2. Inhibition de la prolifération cellulaire par inhibiteur de mTOR, sirolimus et verolimus. Et par inhibition des bases puriques, azatioprine et acide mycophénolique. Des anti-inflammatoires classiques comme les corticostéroïdes pourront être utilisés. Connaître les particularités diagnostiques de la mort encéphalique. Le donneur à corps arrêté. Particularité diagnostique de la mort encéphalique. La mort encéphalique repose sur des critères cliniques: absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, absence de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée vérifiée par une épreuve d'hypercapnie, et des critères paracliniques: 2 EEG nuls et réactifs pendant 30 minutes réalisés à 4 heures d'intervalle, ou bien une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique. Le donneur à corps arrêté. La loi française autorise les prélèvements sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant. On parle de donneur décédé après arrêt circulatoire. On distingue les donneurs ayant présenté un arrêt cardiaque extra-hospitalier dit non contrôlé et les donneurs ayant présenté un arrêt circulatoire survenant en réanimation dans les suites d'une décision d'arrêt des thérapeutiques actives. Une fois la preuve du décès obtenue par l'enregistrement d'une durée de 5 minutes par un électrocardiogramme sans complexe QRS ou avec des complexes agoniques inférieurs à 5 par minute, un procès-verbal de décès est établi permettant l'interrogation immédiate du registre national des refus obligatoire avant de débuter toute procédure de prélèvement d'organes. Connaître les principes éthiques et légaux en matière de don d'organes. Le don d'organes est encadré par 3 grands principes éthiques inscrits dans la loi de bioéthique: le consentement présumé, la gratuité du don, l'anonymat entre le donneur et le receveur. Les prélèvements d'organes de donneurs en état de mort encéphalique sont régis par les lois de bioéthique de 1994 qui reposent sur le principe du consentement présumé. De plus, il existe un registre national des refus géré par l'Agence de biomédecine, dans lequel des personnes opposées au prélèvement d'organes peuvent signifier le refus de leur vivant, registre qui sera automatiquement interrogé avant toute procédure de prélèvement. Depuis le 1er janvier 2017, tous les défunts diagnostiqués en mort encéphalique sont considérés comme des donneurs par défaut. Si une personne s'oppose de son vivant au prélèvement, elle doit s'inscrire sur le registre national des refus ou transmettre à ses proches un témoignage oral ou écrit. Les proches peuvent témoigner du refus, mais ils doivent signer un document officiel signifiant le refus du patient. Concernant les lois importantes qui régissent l'activité de la transplantation, la circulaire Jeannenet en 68 qui définit les critères de mort cérébrale, la loi Cavaillé de 76 qui définit le consentement présumé pour le donneur décédé et le choix librement et expressément consenti pour le donneur vivant. La loi de bioéthique de 1994 qui autorise les donneurs vivants majeurs et apparentés et les donneurs décédés non inscrits au registre national des refus, consentement implicite, la création de l'établissement français des greffes. La loi de bioéthique a été révisée en 2004
On élargit le cercle du donneur des vivants, le père, la mère, le conjoint, le frère, la sœur, le fils, la fille, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, ou toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans avec le receveur, les comités donneurs vivants avant la grève et le suivi annuel des donneurs vivants après la grève. La deuxième révision en 2011 élargit aux dons croisés et la protection sociale des donneurs vivants. Concernant les modalités de prise en charge du donneur vivant, la pénurie d'organes a conduit progressivement à élargir le cercle des donneurs vivants dont le cadre réglementaire est régi par les lois de bioéthique. La transplantation à donneur vivant est essentiellement développée en transplantation rénale et à moindre degré en transplantation hépatique, 15% pour le rein et 1% pour le foie en 2018. Le projet de transplantation rénale avec donneur vivant comporte plusieurs avantages pour le receveur. Il rend possible la réalisation de transplantations imposant une préparation spécifique pour les transplantations ABO ou HLA incompatibles. Il offre une meilleure survie à long terme. Il constitue un moyen de lutte contre la pénurie et réduit l'attente. Et on peut également faire une transplantation préemptive avant de tomber dans la dialyse. L'évaluation médicale du donneur potentiel s'assure de l'absence de pathologies sous-jacentes et cherche à minimiser les risques encourus par le donneur. En amont de la transplantation, la protection des futurs donneurs est assurée par le comité des donneurs vivants qui autorise ou non le prélèvement et s'assure que le donneur vivant est libre de sa décision, et le tribunal du président judiciaire qui vérifie que le consentement est libre et éclairé et s'assure que le don est conforme aux conditions fixées par la loi. œdème des membres inférieurs, localisé ou généralisé. Connaître la définition des œdèmes. L'œdème est défini comme l'accumulation visible ou palpable de fluide dans le tissu interstitiel. Il est nécessaire de différencier les œdèmes de cause locale par inflammation, insuffisance veineuse ou lymphatique, les œdèmes généralisés, conséquence d'une balance sodée et hydrique positive, hyperhydratation extracellulaire. Dans les formes les plus graves, on parle d'un anasarque. Connaître la physiopathologie des œdèmes. Les œdèmes de cause locale peuvent être dus à une augmentation de la pression veineuse, un obstacle lymphatique, une pathologie inflammatoire locale modifiant la perméabilité capillaire du fait de médiateurs de l'inflammation, un médicament augmentant la perméabilité capillaire anticalcique de type dihydropyridine. Connaître la physiopathologie des œdèmes généralisés. Premièrement, mécanismes généraux de la formation des œdèmes. Altération de l'hémodynamique capillaire, l'augmentation de la pression hydrostatique capillaire, la diminution de la force de pression oncotique plasmatique et l'augmentation de la perméabilité capillaire. Concernant les mécanismes de la rétention de sodium et d'eau, la quantité de sodium et non sa concentration détermine le volume extracellulaire. La rétention du capital sodé de l'organisme est effectuée par les reins. Deux grands types de phénomènes peuvent être responsables de la formation des œdèmes. Une hypervolémie vraie, rétention primaire de sodium par le rein au cours de l'insuffisance rénale, et une hypovolémie relative ou efficace, insuffisance cardiaque droite ou globale, décompensation œdémato-acidique de cirrhose, hypoalbuminémie, en particulier de syndrome néphrotique. Concernant les mécanismes spécifiques de la formation des œdèmes, premièrement l'insuffisance rénale. Au cours de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique sévère, le bilan sodé devient positif. Au cours du syndrome néphrotique et néphropathie glomérulaire, dans la théorie du déficit de remplissage, la baisse de pression oncotique est à l'origine de l'hypovolémie et de l'activation du SRAA. Dans la théorie de l'excès de remplissage, un excès primaire de réabsorption distale du sodium serait responsable de la positivité du bilan de l'eau. Concernant l'insuffisance cardiaque, l'hypovolémie efficace secondaire à la diminution du débit cardiaque et donc du débit sanguin rénal stimule les systèmes antinatriurétiques, système rénine-angiotensine-aldostérone responsable de la réabsorption du sodium et de l'eau. Concernant la cirrhose hépatique, la situation d'hypovolémie efficace résulte d'une séquestration de sang dans les territoires splanchniques en amont du foie et une diminution des résistances vasculaires périphériques
et de la pression artérielle systémique conduisant à l'activation des systèmes de réabsorption d'eau et de sodium. Photographie, donc il faut savoir reconnaître les photographies où on voit le signe du Godet, connaître les manifestations cliniques des œdèmes liés à une rétention hydrosodée. Donc le diagnostic positif, nous allons avoir des signes cliniques qui distinguent les œdèmes généralisés par le caractère parfois unilatéral ou asymétrique, une moins bonne redistribution en fonction de la déclivité, aspect parfois inflammatoire, dur, douloureux, prenant moins bien le godet, voire cartonné, l'existence éventuelle d'une dermite ocre ou de signes de maladies post-phlébitique ou variqueuses associées, diagnostic des œdèmes localisés, l'interrogatoire et l'examen clinique recherchent des signes orientant vers une augmentation de la pression veineuse, thrombophlébique et ses séquelles, insuffisance veineuse, qui va être la maladie variqueuse, une prise de certains médicaments, inhibiteurs calciques de type dihydropyridine, un obstacle lymphatique, cancer avec envahissement ganglionnaire ou filariose, ou une pathologie inflammatoire locale, infection cutanée de type érysipèle, algodystrophie, piqûre d'insectes, traumatisme ou allergie. Pour diagnostiquer les œdèmes généralisés, les signes cliniques vont être francs lorsque la rétention hydrosodée est d'au moins 3 à 5% du poids du corps, soit 2,5 à 3 litres. Ils siègent dans les tissus sous-cutanés. Ils sont bilatéraux et symétriques, déclives, en orthostatisme au niveau des membres inférieurs, initialement les chevilles dont ils effacent le sillon rétromalléolaire. Après une période d'alitement prolongé, ils sont fréquemment localisés préférentiellement au niveau des lombes. Chez les patients jeunes, il est fréquent d'observer en particulier au lever un œdème palpébral et périorbital. Ils sont mous, blancs, indolores, prennent le godet. L'inflation sodée et hydrique peut également entraîner une anasarque avec épanchement associé des séreuses. Des épanchements pleuraux, une acide surtout chez l'enfant, exceptionnellement un épanchement péricardique. L'importance du système œdémateux est évaluée par la quantification de la prise de poids en faveur d'une pathologie cardiaque. La turgescence jugulaire et le reflux hépatojugulaire, les signes fonctionnels évocateurs d'insuffisance cardiaque gauche, dyspnée d'effort ou de repos, pathologie potentiellement responsable d'insuffisance cardiaque comme une ischémie myocardique, une pathologie valvulaire notamment mitrale ou aortique, des facteurs de risque d'athérosclérose, des épanchements pleuraux notamment à droite, l'association à un œdème pulmonaire, une échographie cardiaque, un ECG, une radio pulmonaire. En faveur d'une pathologie hépatique, on aura un acide, une intoxication éthylique, une hépatite virale chronique ou aiguë connue, une échographie hépatique et des voies biliaires qui nous orientera vers une pathologie. En faveur d'une insuffisance rénale, élévation de la créatinémie, affection glomérulaire connue, hypertension, protéinurie, hématurie, que l'on verra à la bandelette urinaire, échographie des reins et des voies urinaires, en faveur d'une hypoalbuminérie qui est un facteur favorisant. Il peut y avoir également un défaut de synthèse protéique, anorexie ou carence d'apport, kwashiorkor, maladie digestive avec malabsorption, maladie hépatique avec défaut de synthèse, perte des protéines par syndrome néphrotique connu à la bandelette urinaire, entéropathie exsudative, cachexie, brûlure étendue, et en faveur d'œdème cyclique idiopathique, après avoir éliminé les pathologies cardiaques, hépatiques et rénales. Femme en période d'activité, une prise de poids rapide en quelques jours ou durant la journée de 1,5 à 2 kg. Ils sont de localisation déclive et souvent liés aux cycles menstruels oligurie. Connaître les principaux signes biologiques à rechercher devant des œdèmes. Donc les signes biologiques concernant les œdèmes vont traduire une hémodilution, souvent modeste, diminution de l'hématocrite et de la protidémie. Une hyperhydratation intracellulaire par hyponatrémie peut être associée si la balance hydrique est plus positive que la balance sodée, contribuant alors à une prise de poids supplémentaire. Les épanchements des séreuses sont des transudats avec moins de 20 g par litre de protéines, ainsi que la natriurèse qui est effondrée inférieure à 20 mmol par jour. Selon le contexte, pour diagnostiquer une infection responsable, on pourra doser les BNP ou les NT-proBNP pour le cœur, l'albuminémie, le taux de prothrombine, le facteur 5, les enzymes hépatiques pour le foie,
Et pour le rein, la créatinémie, le DFG, la protiénurie, l'hypoalbuminémie. L'anorexie et la malabsorption pourront être dépistées par une diminution des concentrations des protéines nutritionnelles, la préalbumine, la transférine. L'insuffisance hépatocellulaire par la diminution du TP et du facteur 5, et les diarrhées exudatives avec des pertes de protéines d'origine digestive. Connaître les principales étiologies et les signes cliniques des œdèmes localisés et généralisés. Première cause, le rein. Il y aura le syndrome néphrotique, l'insuffisance rénale aiguë avec un syndrome néphritique au cours d'une glomérulonéphrite aiguë, une insuffisance rénale chronique au stade préterminal, qui sera plus précoce si c'est un syndrome glomérulaire. Au niveau du corps, insuffisance cardiaque globale avec cardiopathie ischémique, hypertensive, valvulaire, obstructive ou dilatée, une insuffisance cardiaque droite, une insuffisance respiratoire chronique, un cœur pulmonaire chronique, une pathologie valvulaire et un shunt gauche-droit. Pour le foie, une cirrhose qui aura plusieurs causes, l'éthylisme, l'hépatite chronique, virale ou auto-immune, ou une atteinte hépatique d'origine métabolique. L'hypoalbuminémie a de nombreuses causes qui peuvent être regroupées en un défaut d'apport, ou une perte excessive, ou un défaut de synthèse par le foie. La prééclampsie pourrait être dépistée par une HTA, une protéinurie et une insuffisance rénale au 3e trimestre de la grossesse. Les troubles de la perméabilité capillaire peuvent être déterminés par les médicaments, les œdèmes cycliques idiopathiques et le choc septique. Le diagnostic des œdèmes localisés seront orientés par l'interrogatoire et l'examen clinique, une augmentation de la pression veineuse à la suite d'une thrombophlébite et de ses séquelles ou d'une insuffisance veineuse, la prise de certains médicaments comme les calciques dihydropyridine, un obstacle lymphatique, cancer ou filariose et une pathologie inflammatoire locale, érysipèle, algodystrophie, piqûre d'insecte, traumatisme, allergie. Connaître le principe du traitement symptomatique des syndromes œdémateux et les règles d'utilisation des différentes classes diurétiques. Alors, pour les œdèmes généralisés, le traitement sera le traitement de la cause, traitement symptomatique pour induire un bilan sodé négatif, restriction des apports sodés, régime restreint en sel avec 2 à 4 g de NaCl par jour. En l'absence d'hyponatrémie, pas de restriction d'eau. Une augmentation de l'élimination du sodium par les diurétiques de l'anse de Henle, qui ont l'effet le plus puissant, furosémide, bumétamide, sont utilisés à des doses d'autant plus importantes que la fonction rénale est altérée. L'apport injectable, notamment en perfusion continue, permet d'obtenir une natriurèse plus importante lorsque les œdèmes sont majeurs ou résistants au traitement Péros. Les doses de furosémide utilisées vont de 20 à 500 mg par jour Péros ou par voie IV. La voie veineuse permet de titrer progressivement la posologie du diurétique et nécessite des posologies 2 fois inférieures. Les diurétiques d'action distale ont un effet synergique avec les diurétiques de l'anse. La spironolactone permet d'éviter l'hypocalémie induite par les diurétiques de l'anse en ayant un effet synergique sur la natriurèse, contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère. L'amyloride a également un effet synergique avec les diurétiques de l'anse, contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère. Les tasidiques ont un effet synergique sur la natriurèse. L'association diurétique de l'anse hydrochlorothiazide est très efficace, particulièrement chez les patients insuffisants cardiaques. La perfusion d'albumine et autres produits responsables d'une expansion volémique ont des indications très limitées. Ponction d'acide des cirrhoses. R. Cirrhose. Surveillance clinique biologique. La surveillance de la tolérance comporte pouls, pression debout couché à la recherche d'une hypotension artérielle orthostatique. Il faut limiter la perte de poids à moins d'1 kg par jour chez les sujets à risque de développement d'une insuffisance rénale fonctionnelle, notamment les sujets âgés, les patients diabétiques ou néphrotiques et les patients insuffisants rénaux chroniques.
La natriurèse des 24 heures augmente dans les premiers jours suivant l'instauration ou l'augmentation de la dose des diurétiques. L'apparition d'effets secondaires sera surveillée. Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, dosage de l'urée et de la créatinine sanguine, hémoconcentration, protidémie et hématocrite, troubles ioniques, kaliémie, natrémie,